environ 1 milliard du côté des bailleurs de fonds traditionnels. C'est-à-dire le BAD, le BEI, la BID, le fonds mauricien, le fonds saoudien, etc. Donc là, le fonds d'Abu Dhabi, donc là, il s'agit de bailleurs de fonds traditionnels qui généralement n'accordent pas des montants énormes au pays, d'autant plus que la Guinée a un portefeuille qui pour le moment est un portefeuille très faible, mais déjà 1 milliard au niveau de ces bailleurs traditionnels, c'est important. Si on y ajoute les 5 milliards déjà annoncés dans le projet GAC, ça nous amène à 6 milliards. Mais pour nous, les choses qui sont au pointillés pourraient être encore plus importantes. Parce que dès demain, nous rencontrons nos partenaires de Simandou, Tinto, Chinalco, la SFI, pour des montants encore 2 à 3 fois plus importants. Donc nous pensons que Abu Dhabi va marquer un point de départ très important. Moins à cause des chiffres que qu'à cause de l'élan que le pays va prendre, à cause des partenaires nouveaux que la Guinée va nouer, et avec les partenaires privés, et avec les partenaires. Quel enseignement retiendrez-vous de cette conférence? Un enseignement d'abord de soulagement, de fierté, parce qu'on attendait, comme M. le Président dit, environ 300 personnes. On a eu plus de 600 personnes. Et là, nous pensons que le nom de la Guinée est maintenant désormais sur l'échiquier international. Je crois que cela est extrêmement important. Ça peut être une source de fierté pour nous, membres de la même également, pour le peuple guinéen. Oui. Monsieur le ministre, dans le cadre des mines, vous avez signé un important contrat avec Mubadala. On voulait que vous reveniez un peu sur ce contrat, parce qu'on a parlé de plusieurs projets, on ne connaît que le projet GAC. Bon, en fait, on a parlé de 2 projets distincts. Le premier projet, c'est le projet GAC, comme vous venez de le dire, qui consiste à l'exploitation et à l'exportation dans une première phase de la bauxite de GAC, et une deuxième phase qui consiste à la réalisation d'une raffinerie d'alumine d'une capacité de 2 millions de tonnes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dès 2014, la mise en valeur de la mine va commencer avec la construction des infrastructures, y compris le chemin de fer et le port. Et à ce titre, le montant de l'investissement, c'est 1 milliard de dollars. Et dès après 2017, nous allons avoir la première production commerciale de la bauxite. Et pour la raffinerie, c'est pour 4 milliards de dollars. Et la raffinerie est supposée être opérationnelle en 2022. Merci. Et le deuxième projet consiste à... c'est pratiquement une intention d'intervenir dans l'amélioration de la capacité du port de Kamsa. Comme vous savez, Mubadala encore sur le projet d'extension de la capacité de CPG, et à cet effet, il est attendu que pratiquement la production actuelle de CPG va être plus ou moins doublée, parce que nous allons passer de 15 millions de tonnes par an pratiquement à 25 millions de tonnes vers les années 2020. Ce qui suppose un agrandissement de la capacité du port de Kamsar et un accroissement aussi de la capacité des infrastructures actuelles et de transport et d'évacuation. Donc ce sont les 2 projets qu'on a signés, et pour ce qui concerne le port, c'est pratiquement la compagnie de port d'Abu Dhabi qui est intéressée à apporter son know-how à l'amélioration vraiment et en qualité et en capacité du port de Kamsa pour répondre à ces nouveaux besoins. Au niveau de l'agriculture, vous partez également d'Abu Dhabi avec l'espoir que vous allez concrétiser le partenariat. Monsieur le ministre, vous pouvez revenir sur le contenu de cet accord que vous venez de signer? Merci. Nous avons signé un protocole d'accord pour le développement du secteur agricole de notre pays. Et à titre de rappel, le groupe Aldara
qui est l'un des groupes les plus importants de la Réunion, comme l'a souligné le ministre d'État, le mois passé a envoyé un certain nombre de ses responsables à Conakry. Après les séances de travail en bureau, nous avons visité les réalisations et les plantations sur le terrain. Et donc, aussitôt revenus, ils nous ont envoyé une intention de travailler sur un protocole d'entente pour le développement du secteur agricole. Donc, ça veut dire simplement que leur déplacement à Conakry, ce qu'ils ont vu, les potentialités et le terrain qu'ils ont occulté, et aussi la confiance qu'ils ont eue au pays, les ont amenés immédiatement à nous proposer la signature d'un protocole. C'est ce qu'on a concrétisé aujourd'hui officiellement. Je crois que c'est un aspect très important dans le cadre de la valorisation d'une potentialité agricole. C'est un projet qui va aller dans le sens du développement de la chaîne de valeur. Ce n'est pas seulement la production du riz, ou bien des légumes, ou bien des fruits, mais c'est d'aller jusque dans le produit fini, c'est-à-dire proposer sur le marché des produits avec des normes recommandées au niveau international. Donc on a du riz de qualité supérieure dans des emballages aussi qui respectent les normes internationales. Donc, et il y a aussi des possibilités d'aller dans le sens de toucher d'autres filières. Lesquelles, nous avons des produits de niche, le sésame, le fonio, le sorgho. C'est toutes ces spéculations que ce groupe compte, comment dirais-je, mettre dans la plateforme de leur intervention en Guinée. Quelle va être la contrepartie, monsieur? Dans la réalisation de ces défis. Le secteur privé guinéen. Oui. Bon, le secteur privé guinéen vraiment est d'abord intéressé de par le nombre de leur présence ici. Mais au retour en Guinée, nous souhaiterions que de plus en plus ils s'intéressent aux activités agricoles. Et je crois que par rapport à tout ce qui s'est passé ici, j'ai eu des impressions très fortes de l'intéressement de ce secteur privé guinéen au développement de notre secteur agricole. Monsieur le ministre de la Coopération, on peut dire que Abu Dhabi est un nouveau départ pour la Guinée en matière de coopération internationale? Sûrement, l'un des deux parts, l'un des nouveaux départs comme vous voulez l'appeler. Il faut voir que Abu Dhabi aujourd'hui, les Émirats ensemble, c'est déjà un centre commercial, un centre de départ de tous les grands projets dans le monde. La confiance de ce monde à un pays va apporter beaucoup de choses parce que les autres pays vont dire vous voyez en voyant des investisseurs comme les gens d'Abu Dhabi, les gens de Dubaï, etc. Et c'est une façon de rassurer les investisseurs étrangers qui sont ici et qui sont ailleurs. Je crois que c'est une opportunité qui la Guinée désormais, comme M. le ministre d'État vient de souligner, sera sur cette carte, sera une destination, il faut le dire, soutenue par les grands investisseurs, surtout ceux qui veulent aller dans ce monde, aussi en Afrique. Le fait qu'Abu Dhabi a accepté que cette conférence soit organisée ici, vraiment, c'est un atout et c'est une opportunité pour la Guinée, pour les investisseurs, les opérateurs économiques guinéens aussi, afin qu'ils puissent venir voir ici comment ce pays a connu même passé que le nôtre. Nous avons traversé des moments très difficiles, il n'y avait rien ici, c'était le désert. Ils ont pu transformer ce désert en un endroit aussi, à une destination la plus souhaitée dans le monde. Aujourd'hui, toutes les grandes compagnies du monde sont représentées ici, ils ont même des filières qui sont en dessous. Donc c'est une façon de changer, comme l'a dit M. le ministre d'État, l'image de la Guinée, avec ce montant annoncé par nos partenaires techniques et financiers. Certains sont traditionnels, sont financiers, et certains qui sont nouveaux. Et ça va encourager d'autres à venir vers la Guinée. Excellence, Monsieur le ministre des Finances, 6 milliards c'est un gros montant, mais on sait que la Guinée a une faible capacité d'absorption. Qu'est-ce qui est fait pour que ce montant annoncé ne soit pas virtuel? Écoutez, lorsqu'on parle de 6 milliards, je vous ai bien dit que, comme l'a dit le ministre de Mines, il y a 5 milliards au niveau des investissements privés,
ça veut dire que ces investissements seront mis en œuvre par ces privés eux-mêmes, qui ont la capacité, comme on le constate, et qui ont les ressources, comme on le constate. Donc nous pensons que peut-être s'il y a un problème, ce sera le problème des ouvriers guinéens, mais pas de leur côté. Et je pense qu'ils vont prendre des ouvriers qui seront capables de travailler dans les délais, selon les cadences et selon les normes convenues. Et je pense que le fait aussi qu'on vienne ici, vous avez vu les choses, notre secteur privé a vu les choses, le monde avance. Il faut qu'on avance avec le monde, sinon on sera derrière. Eh bien, ajouter la fréquentabilité de la Guinée aujourd'hui est confirmée à travers de cette conférence. C'est-à-dire c'est une conférence qui avait bien souhaité que la Guinée soit désormais un pays fréquentable, un pays qu'on peut fréquenter sans avoir beaucoup de peur, beaucoup d'hésitation. Et les Émiratis ont prouvé au monde vraiment que cela est possible. La Guinée est fréquentable aujourd'hui à travers ce beau monde qui était là pour apporter leur soutien, apporter leur volonté, leur disponibilité et qui sont capables de venir vers la Guinée et se viendront encore la Guinée. Une question à Mme Sarandaraba qui traite la Mano River Union. Vous avez suivi M. Kadri Désiré Ouedraogo. Il a affirmé que le développement de la Guinée aura un impact positif sur certains pays de la sous-région. Alors vous, en tant que Mano River Union, qui participez à cette conférence d'Abu Dhabi, vous partez avec quel espoir? Avec quel état, vous partez d'Abu Dhabi avec quel état d'esprit? Je dois dire que nous sommes agréablement surpris par le succès de cette conférence, même si nous n'avons jamais douté de la capacité des autorités guinéennes à recréer la confiance chez les bailleurs de fonds, parce que nous connaissons les immenses ressources naturelles de la Guinée. Ce que je n'ai pas dit lors de mon intervention, c'est que quand la Guinée est enrhumée, la sous-région éternue. Et c'est pourquoi il faut que la Guinée avance. Et ce qui s'est passé ici à Abu Dhabi nous prouve que la Guinée non seulement n'est pas enrhumée, mais ne risque pas de s'enrhumer parce qu'elle se remet vraiment dans le sillage d'un développement que nous espérons équilibré, parce que ce dont nous avons parlé ici, c'est à la fois des mines, de l'agriculture, de la santé, du tourisme, de l'éducation, n'est-ce pas? Je crois que tout cela nous encourage, nous, d'abord nous en tirons des leçons en tant qu'organisation sous-régionale, et pour peut-être faire la même chose pour les autres pays membres de la MANO, mais nous savons qu'une Guinée forte signifie forcément une union du fleuve Mano forte. Et je pense que la Guinée, avec ces 7 fleuves qui viennent de là, nous avons 7 fleuves internationaux qui prennent leur source dans les montagnes de la Guinée. Nous avons 25% des ressources forestières du monde. Nous avons l'union du fleuve Mano, 2040 km de côte sur l'océan Atlantique. Autant de ressources, n'est-ce pas, qui font que quand la Guinée marche bien, l'ensemble de l'Union va, je l'espère, marcher bien. Et nous, vraiment, nous avons appris une très bonne leçon de lobbying, de plaidoyer, d'organisation au cours de ce forum de Abu Dhabi. Et nous en félicitons les autorités guinéennes. Nous leur souhaitons bonne chance. Bonjour, docteur. Didier Mouyam, journal du pharmacien africain. En gros, qui est en plus pharmacien. Est-ce que ce forum va vous donner des idées dans la transformation des produits naturels de Guinée en produits industriels? Je crois qu'il y a une mention qui a été faite ici de la nécessité de l'industrialisation de l'Afrique. Et cette question a été soulevée par le ministre, l'ancien ministre des Mines, l'ancien ministre de l'Énergie et actuel ambassadeur de Guinée à Bruxelles. Je crois que c'est impératif pour l'Afrique de s'orienter vers une industrie pharmaceutique qui permette de couvrir les besoins des populations locales. Aujourd'hui encore, je voudrais le rappeler, 70% de l'arsenal thérapeutique dont nous disposons dans la sous-région viennent du monde végétal.